Permettez-moi de vous poser une question. Quel pays vient d'infliger à Washington la défaite commerciale la plus humiliante de l'histoire américaine moderne? La Chine? La Russie? L'Union européenne? Non. Le Canada, le pays du sirop d'érable, du hockey et de la politesse légendaire. Ce même Canada que les stratèges de la Maison-Blanche décrivaient il y a 3 semaines comme un punching ball sans aucune carte à jouer, et c'était même pas serré. Trump a menacé, Trump a imposé, Trump a promis que le Canada serait à genoux en quelques jours. Et puis tout ça lui a explosé au visage spectaculairement, irréversiblement, sous les yeux du monde entier. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer exactement comment c'est arrivé. Et pourquoi la partie la plus humiliante de toute cette histoire, c'est que le Canada l'avait vu venir depuis plus d'1 an. Ce que nous avons vu se dérouler au cours des 3 dernières semaines est sans précédent dans l'histoire des relations commerciales entre nations alliées. Pas parce qu'une guerre commerciale a éclaté, les guerres commerciales existent depuis que le commerce existe, mais parce qu'une superpuissance économique a attaqué son allié le plus proche avec toute sa puissance tarifaire en proclamant une victoire facile et rapide et s'est retrouvée défaite sur chacun des terrains qu'elle avait choisis. Le Canada a gagné cette guerre commerciale, non pas parce qu'il est plus grand, non pas parce qu'il est plus puissant, mais parce qu'il avait fait ses devoirs. Et Washington ne les avait pas faits. Warren Buffett a résumé toute la situation en une seule phrase qui a figé Wall Street. Nous allons vous l'expliquer en détail. Revenons au point de départ, parce que pour comprendre l'ampleur de ce qui vient de se passer, il faut d'abord comprendre à quel point la confiance de Washington était absolue au moment du déclenchement. Il y a 3 semaines, Trump se tenait dans le Rose Garden, flanqué de ses conseillers commerciaux, et a annoncé le programme tarifaire le plus agressif jamais dirigé contre une seule nation alliée dans l'histoire américaine moderne. 25% sur l'acier et l'aluminium canadien, 20% sur le bois d'œuvre, 15% sur les produits laitiers et les pièces automobiles, et un tarif général de 10% sur toutes les importations canadiennes restantes, plus de 400 milliards de dollars de commerce bilatéral affectés. La plus grande action tarifaire contre un seul pays depuis la loi Smoot-Hawley de 1930, et le langage de Trump était caractéristique, décontracté, condescendant, péremptoire. Le Canada nous arnaque depuis des décennies, ils viendront à la table, ce sera un grand accord pour nous. Et en coulisses, la confiance était encore plus absolue. L'équipe commerciale de Trump avait modélisé ce qu'elle appelait un calendrier de capitulation. Elle prévoyait que le Canada résisterait publiquement pendant 72 heures, peut-être une semaine, avant qu'Ottawa ne revienne en rampant pour négocier selon les conditions américaines. Un conseiller senior aurait déclaré à ses collègues: c'est la victoire la plus facile que nous aurons jamais. Le Canada n'a aucune carte à jouer. Sur le papier, les calculs semblaient soutenir cette confiance. L'économie américaine représente environ 10 fois la taille de celle du Canada. Le Canada envoie environ 75% de ses exportations totales vers les États-Unis. Les marchés de Paris donnaient au Canada virtuellement zéro chance de gagner un conflit commercial soutenu. Tout le monde s'accordait à dire que le Canada n'avait aucun levier. Le Canada ferait ce que le Canada fait toujours: négocier discrètement, faire des compromis poliment et accepter les conditions que le partenaire plus grand dicte. Ce qui signifie que Washington ignorait quelque chose de fondamental. Washington ignorait que le Canada se préparait à ce moment exact depuis plus d'1 an, pas en réaction aux tarifs. Avant les tarifs, avec une méthodologie, une précision et une patience que l'administration Trump n'avait manifestement ni la discipline ni la vision pour imaginer. Parlons de la première réponse canadienne, parce que c'est là que la sophistication de la stratégie d'Ottawa devient immédiatement visible. Dans les 72 heures suivant l'annonce du Rose Garden, Ottawa a dévoilé un programme de représailles si précisément ciblé que des analystes commerciaux sur 3 continents l'ont qualifié de riposte la plus stratégiquement sophistiquée de l'histoire commerciale moderne. Le Canada n'a pas simplement imposé des tarifs aléatoires sur des produits américains. Il a ciblé les produits des États politiquement les plus sensibles en Amérique. Les États exacts dont Trump avait besoin pour sa survie politique: 25% sur le bourbon du Kentucky, le jardin de Mitch McConnell, où l'industrie du whisky soutient plus de 20 000 emplois. 20% sur les produits laitiers du Wisconsin, un État clé que Trump avait remporté par moins de 23 000 voix. 30% sur l'acier de Pennsylvanie, l'État qui avait livré la présidence à Trump en 2016. 20% sur les exportations agricoles de l'Iowa et du Nebraska maïs. Soja, porc, le cœur du pays, la base électorale centrale de Trump. Ce qui est frappant, c'est la logique derrière le choix de chaque produit. Absolument frappant.
Le Canada a également ciblé le jus d'orange de Floride, le whisky du Tennessee, les meubles de Caroline du Nord et les composants de fabrication de l'Ohio. Chaque produit avait été choisi non pas pour son importance économique pour le Canada, mais pour son importance politique pour le Parti républicain. Chaque tarif avait été conçu pour causer un maximum de douleur politique, là où Trump était le plus vulnérable. Ce n'était pas une réponse économique. C'était une opération politique exécutée avec une précision militaire. Trump avait vu un punching ball, le Canada avait vu un échiquier, et il y avait préparé ses pièces depuis des mois. La deuxième annonce canadienne est celle qui a vraiment changé la dynamique de toute la confrontation, parce qu'elle a révélé un levier dont personne à Washington ne semblait avoir mesuré l'ampleur réelle. Le Canada fournit environ 60% de tout le pétrole brut importé par les États-Unis. Laissez-moi insister sur ce chiffre. 60%, pas 10, pas 20, 60. Le Canada fournit également environ la moitié des importations américaines de gaz naturel. Les pipelines qui transportent l'énergie canadienne vers les États-Unis ne sont pas des infrastructures facultatives. Ce sont les artères qui maintiennent les raffineries américaines en marche, les maisons américaines chauffées pendant l'hiver, les usines américaines alimentées et les stations-service approvisionnées du Michigan au Montana. Quand Ottawa a signalé qu'il était prêt à imposer des prélèvements sur les exportations d'énergie, pas une coupure, juste une taxe soigneusement calibrée, augmentant le coût de chaque baril de brut canadien, entrant dans les raffineries américaines de 8 à 12%, toute la dynamique de la guerre commerciale a basculé instantanément. La réaction des marchés a été immédiate. Immédiate et sans ambiguïté. Le West Texas Intermediate a progressé de plus de 6% en une seule séance. Le plus grand mouvement en une journée non causée par une guerre ou une catastrophe naturelle depuis plus de 3 ans. Les raffineries américaines du Midwest, physiquement conçues pour traiter le brut lourd canadien et incapables de simplement passer à des alternatives sans des milliards de modifications d'infrastructures, ont envoyé des lettres urgentes à la Maison-Blanche avertissant de pénurie potentielle de carburant et de fermeture de raffineries dans les semaines à venir. C'était comme regarder une partie d'échecs où un joueur révèle soudainement qu'il avait une reine cachée derrière un pion depuis le début. On peut survivre sans bois d'œuvre canadien. On peut survivre sans aluminium canadien. On ne peut pas survivre sans énergie canadienne. Pas rapidement, pas à moindre coût. Pas sans une douleur économique qui ferait paraître les tarifs comme une erreur d'arrondi. Et tout le monde à Ottawa le savait depuis des années. Ce qui signifie que Trump avait déclaré publiquement que le Canada n'avait aucune carte pendant que le Canada était assis sur la carte la plus puissante de toute la relation bilatérale. C'est précisément ça. Et c'est ce qui rend cette erreur d'évaluation si stupéfiante d'un point de vue stratégique. Trump avait supposé que le Canada n'avait pas d'option, il l'avait dit publiquement devant les caméras. Pendant tout ce temps, le Canada était assis sur le levier économique le plus puissant de toute la relation bilatérale et il avait construit toute sa stratégie de représailles autour de lui, tranquillement, pendant plus d'un an, sans que Washington s'en aperçoive. La troisième annonce est peut-être la plus révélatrice de la profondeur de la préparation canadienne, parce qu'elle montre que la stratégie d'Ottawa dépassait largement le cadre de la réponse aux tarifs américains. Pendant que Trump tweetait sur les déficits commerciaux à 2 heures du matin, des officiels commerciaux canadiens étaient dans des avions. Bruxelles, Tokyo, Londres, Canberra, New Delhi. Ils ont approfondi l'engagement du Canada envers l'AECG, donnant aux exportateurs canadiens un accès préférentiel à un marché de 450 millions de consommateurs européens. Ils ont élargi la participation au PTPGP, le partenariat transpacifique, dont les États-Unis s'étaient retirés, couvrant maintenant 11 nations et plus de 500 millions de consommateurs. Ils ont négocié un nouvel accord bilatéral avec le Royaume-Uni et ils ont ouvert des discussions exploratoires avec l'Inde, la Corée du Sud et des nations d'Asie du Sud-Est. Le signal envoyé au monde était « on ne peut plus clair, le Canada est ouvert aux affaires et il n'a pas besoin de la permission de Washington ». Ce qui signifie que quand les tarifs ont frappé, le Canada avait déjà des alternatives concrètes en place. Des alternatives contractualisées, pas théoriques. Les entreprises canadiennes de bois d'œuvre avaient déjà signé des contrats préliminaires avec des entreprises de construction européennes. Les agriculteurs canadiens avaient déjà verrouillé des accords d'exportation avec des distributeurs japonais et sud-coréens. La douleur de perdre l'accès au marché américain serait réelle, mais elle ne serait pas fatale, parce que le Canada avait passé un an à s'assurer que les États-Unis n'étaient plus sa seule option. Cette décision stratégique unique, diversifiée avant la crise, pas pendant, et ce qui a finalement gagné la guerre commerciale avant même qu'elle ne commence. Trump avait apporté un marteau, le Canada avait apporté un scalpel. Et le scalpel a gagné. Et c'est à ce moment précis que Warren Buffett a pris la parole.
Son intervention mérite qu'on s'y attarde en détail, parce qu'elle a cristallisé en quelques phrases ce que des économistes prenaient des pages entières à expliquer. Buffett était un événement pour les actionnaires de Berkshire Hathaway à Omaha quand un journaliste de CNBC lui a posé une question sur la situation commerciale avec le Canada. Le milliardaire de 94 ans a fait une pause, a retiré ses lunettes, les a lentement nettoyées avec sa cravate, et puis il a livré une réponse que les chaînes financières ont rediffusée en boucle pendant le reste de la semaine. Les guerres commerciales sont vendues comme de la force, a-t-il dit. Elles sont en réalité des aveux de faiblesse. Un pays qui doit menacer ses voisins pour obtenir un bon accord est un pays qui ne peut pas rivaliser par ses propres mérites. Et un dirigeant qui pense que les tarifs sont payés par l'autre pays a échoué à l'économie au niveau le plus élémentaire imaginable. La salle s'est figée à ce moment-là. Complètement figé. Et Buffett a continué avec une précision implacable. Les tarifs ne sont pas payés par le Canada. Les tarifs sont payés par les importateurs américains, les fabricants américains et les consommateurs américains. Chaque dollar de ces tarifs sort des poches américaines. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une opinion partisane. C'est de l'arithmétique. Et apparemment, l'arithmétique n'est plus une condition requise pour définir la politique commerciale aux États-Unis. Puis il a ajouté la phrase qui a véritablement glacé la salle: j'investis depuis 70 ans. Ce que je n'avais jamais vu, c'est un gouvernement délibérément rendre ses propres produits plus chers, aliéner ses propres partenaires commerciaux, déstabiliser ses propres chaînes d'approvisionnement, et puis appeler ça une victoire. C'est pas une mauvaise politique, c'est de l'automutilation économique. Et il a révélé que Berkshire Hathaway avait déjà commencé à repositionner ses actifs. Ce détail est crucial. Nous avons déplacé des capitaux loin des secteurs, avec une exposition transfrontalière significative, a-t-il dit. Quand la politique gouvernementale devient aussi erratique, aussi déconnectée de la réalité économique, le capital ne se bat pas. Il n'argumente pas. Il part. Il trouve un endroit plus rationnel où aller. Et en ce moment, rationnel n'est pas le mot que j'utiliserais pour décrire la politique commerciale américaine. Interrogé directement sur la réponse du Canada, son verdict était définitif. Le Canada a joué ça parfaitement, ils ont été patients, ils ont été stratégiques, et ils ont compris quelque chose qui a apparemment échappé à toute l'équipe commerciale de la Maison-Blanche. En économie, celui qui a le moins besoin de l'accord gagne toujours. Le Canada a passé 1 an à s'assurer qu'il avait moins besoin de cet accord. C'est pas de la chance, c'est de la compétence. Traduisons maintenant tout ça en chiffres concrets, parce que derrière les déclarations et les analyses stratégiques, il y a une réalité économique très tangible pour les citoyens américains ordinaires. Les chiffres documentés par Bloomberg et le Peterson Institute for International Economics dans les 2 premières semaines sont éloquents. Les prix du bois d'œuvre ont bondi de 22%, ajoutant environ 14 000 $ au coût de construction d'une nouvelle maison américaine. Les prix de l'essence dans le Midwest ont augmenté de 30 et 1 centime par gallon en 10 jours, avec des analystes projetant des hausses supplémentaires allant jusqu'à 70 centimes à l'approche de l'hiver. Le prix moyen d'une nouvelle voiture américaine a augmenté de plus de 2 000 $ en un seul mois. Et le ménage américain moyen paie maintenant entre 1 800 et 2 400 $ de plus par an comme résultat direct de ces tarifs. Pas les ménages canadiens, les ménages américains. Les grands acteurs de l'économie américaine ont également tiré la sonnette d'alarme. Avec une urgence remarquable. Ford a averti que les tarifs forceraient des augmentations de prix sur toute sa gamme nord-américaine. General Motors a annoncé un gel des embauches dans 3 installations du Michigan. La National Association of Home Builders a projeté que les seuls tarifs sur le bois d'œuvre écarteraient plus de 300 000 familles du marché immobilier. Et l'American Farm Bureau Federation, une organisation qui avait soutenu Trump 2 fois, a rapporté que les tarifs de représailles canadiens avaient déjà coûté aux exportateurs agricoles américains plus de 2 milliards de dollars en contrats perdus en seulement 3 semaines. Un agriculteur de soja de l'Iowa, Dale Reinhardt, est devenu viral en tenant une pile de bons de commande annulés d'acheteurs canadiens depuis son tracteur. J'ai voté pour cet homme, a-t-il dit, la voix tremblante. Ces tarifs ne m'aident pas, ils me tuent. La base électorale de Trump détruite par sa propre politique. Au-delà des chiffres économiques, il y a une dimension stratégique de cette situation qui est peut-être encore plus lourde de conséquences sur le long terme. C'est la dimension qui n'apparaît pas dans les chiffres du PIB trimestriel, mais qui se manifeste dans des réunions qui se tiennent en ce moment dans des capitales du monde entier, sans diplomates américains dans la salle. Les alliés les plus proches de l'Amérique regardent ce qui s'est passé avec le Canada et tirent la conclusion évidente. Si les États-Unis font ça à leur allié le plus proche,
leur plus grand partenaire commercial, leur partenaire dans l'OTAN, le NORAD et les Five Eyes, alors aucune alliance n'est sûre. Aucun accord commercial ne peut être fiable. L'UE a immédiatement accéléré ses négociations de diversification commerciale. Le commissaire au commerce de l'Union européenne a publié une déclaration utilisant l'euphémisme diplomatique selon lequel il faut se préparer à un environnement commercial dans lequel les hypothèses traditionnelles sur la coopération transatlantique pourraient ne plus tenir. À Bruxelles, c'est l'équivalent d'un cri. Et la Chine dans tout ça? La Chine regardait, souriait et prenait des notes. Pékin a passé des années à soutenir que l'Amérique est peu fiable, qu'elle change d'avis tous les 4 ans, qu'elle utilise le commerce comme une arme contre ses propres amis. Trump vient de prouver que le discours de Pékin était fondé. Des pays qui hésitaient à approfondir leurs liens avec Pékin accélèrent maintenant ces conversations. Les médias d'État russes diffusaient chaque développement de cette guerre commerciale comme preuve d'un déclin systémique américain. Et la partie la plus stupéfiante, les États-Unis ont démantelé leur propre structure d'alliance, endommagé leur propre économie et aliéné leur partenaire le plus proche sans une seule action hostile de Pékin ou de Moscou. Les adversaires de l'Amérique n'avaient qu'à regarder. Pour conclure cette analyse, je voudrais vous poser la question qui résume tout ce que nous venons de décortiquer. Qu'est-ce que cet épisode nous dit sur la nature réelle du pouvoir économique et sur ce que signifie réellement avoir du levier dans une confrontation commerciale? Il nous dit que le levier économique réel ne se construit pas en 72 heures quand la crise éclate. Il se construit pendant les mois et les années qui précèdent, discrètement, méthodiquement, sans fanfare. Le Canada a fait exactement ça. Pendant que l'administration Trump improvisait, le Canada planifiait. Pendant que Trump postait des menaces, le Canada signait des accords. Pendant que Washington calculait un calendrier de capitulation canadienne, Ottawa construisait les alternatives qui rendraient cette capitulation impossible. Et le résultat est une phrase qui n'avait jamais été écrite dans l'histoire des relations commerciales modernes. Les États-Unis ont attaqué leur allié le plus proche avec toute leur puissance économique. Et ils ont perdu. Warren Buffett a peut-être résumé toute la situation avec la plus grande clarté. Avec une clarté absolue. En économie, celui qui a le moins besoin de l'accord gagne toujours. Le Canada a passé 1 an à s'assurer qu'il avait moins besoin de cet accord. C'est une leçon sur la préparation, sur la patience, sur ce à quoi ressemble un vrai levier quand vous l'avez construit discrètement et joué exactement au bon moment. Et cette leçon, qu'une résolution intervienne ou non dans les prochaines semaines, est déjà inscrite de façon permanente dans les livres d'histoire de la diplomatie économique mondiale. Voilà pour cette édition d'Angle Nord. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ce dossier continue d'évoluer et nous serons là pour vous en décrypter chaque développement. Laissez-nous votre point de vue en commentaire. Pensez-vous que cette guerre commerciale se termine par une désescalade négociée ou les dommages sont-ils déjà trop profonds pour être réparés? Nous lisons chaque commentaire. À très bientôt sur Angle Nord.